Les stades sont bâtis pour accueillir les événements les plus médiatisés de la planète. Qu'ils accueillent les finales de Coupe du Monde de football ou les records olympiques, ils se doivent d'assurer un cadre optimal au spectacle du sport. Ils sont conçus comme d'immenses temples où une foule se réunit pour communier autour d'événements parfois planétaires. Les architectes ont le défi de créer des lieux qui sachent s'intégrer dans leur environnement une fois que la fièvre de la compétition est retombée. 10 stades sont particulièrement connus pour avoir offert leur cadre spectaculaire à des jeux au retentissement mondial. C'est à Rio de Janeiro que se trouve l'un des plus anciens et des plus grands stades de football. Le stade Maracana, qui doit son nom au quartier nord de Rio où il se trouve. L'histoire de ce sanctuaire du football commence à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Le Brésil a le projet de construire le plus grand stade du monde pour son sport national, alors que la Fédération internationale de football lui propose d'accueillir la Coupe du Monde. Les projets architecturaux se multiplient, mais rien n'aboutit jusqu'en 1947, lorsque le journaliste sportif Mario Filho encourage l'État à agir. C'est en son honneur que le lieu, d'abord appelé Stade municipal Maracana, sera rebaptisé Stade Mario Filho. Depuis, le stade a été complètement rénové pour la Coupe du Monde de 2014 et les Jeux Olympiques de 2016, afin notamment de s'aligner sur les règles de la FIFA. Mais son architecture se veut respectueuse de la structure d'origine. Le défi initial est de créer le temple mondial du football qui fera rayonner le Brésil dans le monde entier. Le plus grand stade de football du monde ne pouvait être qu'au Brésil et nulle part ailleurs. Les architectes ont conçu ce stade gigantesque comme une arène ovale et allongée. 2 niveaux de tribunes entourent le terrain. Le terrain de football était à l'origine réputé pour sa surface immense, qui obligeait, selon la légende, à courir 2 fois plus. Mais il a dû être réduit pour répondre aux normes internationales établies par la FIFA. Il mesure aujourd'hui 105 mètres sur 68 mètres, un peu moins que le terrain du Stade de France. La partie supérieure, la plus éloignée de la pelouse, est conçue à la façon d'un balcon de théâtre. Les entrées se font de part et d'autre du stade, qui est symétrique, par des arches qui mènent le public vers les gradins. La première pierre du stade est posée en 1948, alors que la Coupe du Monde devait avoir lieu 2 ans plus tard. Les délais sont donc très serrés. Plus de 10 000 ouvriers sont nécessaires sur le chantier. Malgré les efforts, le stade est inachevé lorsqu'il accueille les matchs de la Coupe du Monde et ne sera fini que dans les années 1960. Il est tout de même à la hauteur des espérances, puisqu'à son inauguration, lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde, il a une capacité officielle de 170 000 places. C'est le plus grand stade du monde. Le match décisif du tournoi oppose le Brésil à l'Uruguay. Il suffisait d'un match nul pour que le Brésil soit champion du monde. Mais c'est l'Uruguay qui l'emporte 2-1, à la stupéfaction des 200 000 spectateurs présents. Cette défaite est alors vécue comme un drame national. Au fil des décennies, des travaux de rénovation ont lieu et réduisent la capacité du stade, notamment pour des raisons de sécurité. Pour la Coupe du Monde en 2014, sa capacité est de 79 000 places assises, soit l'équivalent du Stade de France. Le réaménagement du stade Maracana pour les Jeux Olympiques est conséquent. C'est intéressant parce qu'en général, ce sont les stades olympiques qui sont transformés pour d'autres événements. Et ici, c'est le stade de football qui est transformé pour les Olympiades. Lors des travaux, la façade est conservée.
L'anneau inférieur du stade est démoli et remplacé, tandis qu'un nouveau toit est construit. Le chantier nécessite 21 000 ouvriers. Son coût, qui dépasse les 300 millions d'euros, est sujet à polémique. Mais il est encore aujourd'hui l'un des plus grands d'Amérique du Sud. Le Maracana reste malgré les années un temple du sport. Le stade olympique de Munich est une construction audacieuse pour son époque. Il a été conçu dans le cadre des Jeux olympiques d'été de 1972 et de la Coupe du monde de football de 1974. Cette construction, semblable à une tente, fait partie d'un projet de complexe sportif confié aux architectes Frei Otto et Stefan Benich. L'ambition de ce projet était double. La ville de Munich, encore en reconstruction depuis l'après-guerre, fait bâtir petit à petit toutes les infrastructures nécessaires à une grande ville. D'autre part, la République fédérale allemande doit briller dans le contexte d'une Allemagne divisée. Le site choisi pour accueillir le stade se trouve au nord de la ville. C'est un gigantesque terrain vague où sont entreposés les gravats des bâtiments bombardés qui créent une gigantesque colline artificielle. La première phase du chantier consiste à remodeler profondément le paysage et à le végétaliser. Un lac de 80 000 m² est creusé au pied de la colline baptisée Olympiaberg ou Mont Olympe en allemand. Les arènes et les terrains ont été creusés dans la colline et les annexes, vestiaires et locaux techniques sont souterrains. Autour du stade sont construits le village olympique, l'académie universitaire de sport, le complexe nautique, la patinoire et le vélodrome, ainsi que des salles de boxe et de volley. Le site olympique est alors le plus dense et le plus moderne de l'histoire des Jeux. Le plus surprenant reste le village de presse. Le site entier se veut ultramoderne. Une tour panoramique est bâtie à proximité du stade pour accueillir les équipes et les antennes de télévision pour les retransmissions. Les journalistes et le CIO sont impressionnés. De plus, la pelouse du stade possède un système de chauffage et d'arrosage automatique, un luxe pour l'époque. Le stade de Munich est construit pour les Jeux de 1972 et fait preuve pour l'époque d'une architecture avant-gardiste, autant dans sa structure que dans sa forme. Aujourd'hui, on dispose de matériaux de bien meilleure résistance que dans les années 1970. Mais les qualités de résistance du béton armé et architectonique, le béton décoratif, n'ont quasiment pas changé. Le stade a une capacité de 69 250 places. Mais la pièce maîtresse du projet est sans conteste le toit incurvé transparent qui couvre le stade, les gymnases et la piscine olympique. On doit son dessin à l'architecte Frei Otto, qui a utilisé le principe de la surface minimale. La modélisation de la surface du toit est inspirée de la géométrie des bulles de savon. La surface couverte est dessinée de façon à nécessiter le minimum de points d'appui. Ainsi optimisée, la quantité de matériaux est limitée. Le toit transparent ne perd pas de sa solidité et le nombre de points porteurs est réduit. Cela donne un aspect aérien à l'ensemble du complexe olympique qui s'intègre au mieux dans le paysage et laisse visible la nature qui l'entoure. Les feuilles de verre acrylique qui composent cette structure sont reliées les unes aux autres par des bandes de néoprène souples qui canalisent également l'eau de pluie. Le toit transparent offre un éclairage maximum et élimine les contrastes d'ombre, permettant la retransmission des exploits sportifs à la télévision avec les plus belles images possibles. Malheureusement, les Jeux d'été de 1972 sont surtout célèbres pour l'attentat durant lequel 11 athlètes israéliens sont pris en otage et assassinés par des terroristes palestiniens.
Malgré l'horreur, les Jeux sont maintenus, mais le cœur n'y est plus. Après Munich, les Jeux olympiques d'été de 1976 ont lieu à Montréal, la seconde plus grande ville du Canada. À cette occasion, la ville va se doter d'un stade olympique qui sera le plus grand du pays. Un immense terrain à l'est de la ville est choisi pour accueillir le complexe sportif, dont la construction est confiée à l'architecte Roger Taillibert, à qui l'on doit déjà l'architecture avant-gardiste du nouveau Parc des Princes à Paris. Le design qu'il propose pour le Stade olympique de Montréal est fortement inspiré de la biologie marine et comprend la construction de la plus haute tour inclinée du monde. Le complexe nautique en forme de raie manta comprend 6 bassins. La piscine olympique possède un plancher à hauteur variable qui permet de modifier sa profondeur. Le Comité international olympique, ou CIO, impose que les stades olympiques soient découverts, mais le climat de Montréal rendrait un tel bâtiment inutilisable une partie de l'année. Le concept proposé par Taillibert est donc un toit fixe protégeant les gradins et un toit synthétique rétractable porté par une tour inclinée qui contiendrait 18 étages de locaux dédiés au sport. Les dernières tendances du génie civil et de l'architecture apportent nombre d'innovations pour la conception des stades et de leur structure. Pour un grand stade, un toit rétractable n'est pas obligatoire. Mais la tendance veut que l'on cherche à maximiser le confort des spectateurs. Et cela impose finalement d'avoir ce genre de toit. Le stade a été conçu comme un gigantesque coquillage. Le squelette du bâtiment est constitué de 38 arcs ou consoles, dont 4 sont fixés à la tour. Les 34 autres reposent au sol et soutiennent les gradins, le toit fixe et les escaliers. La structure elliptique est composée de 12 000 éléments en béton précontraint, c'est-à-dire qu'ils sont moulés à l'avance et associés sur le chantier par clavetage pour un gain de temps important. Chaque pièce est terminée par des accroches en acier qui s'emboîtent et n'ont plus qu'à être scellées dans le béton. Malgré cela, des erreurs de calcul, des intempéries et des contretemps ralentissent la construction. Le stade n'est pas fini pour l'ouverture des Jeux olympiques de 1976, qui se déroule alors sans tour ni toit rétractable. Le coût exorbitant des travaux fait alors polémique. Les contribuables de Montréal en paieront les frais jusqu'en 2006. Après les Jeux, le gouvernement du Québec promet l'achèvement des travaux. C'est finalement en 1987 que la tour est terminée, un peu plus basse que prévu, mais tout de même haute de 160 mètres. Au fil des années, le toit s'est révélé trop sensible pour le climat de Montréal et a été remplacé par des panneaux de fibres de verre non rétractables qui se sont aussi révélés trop lourds pour le bâtiment. Les tentatives successives ont échoué et des études sont toujours en cours pour ajouter à ce stade un toit pérenne, digne de son architecture. La tour inclinée est aujourd'hui encore la plus haute du monde et ses 45 degrés donnent à l'ensemble une majesté incontestable dans les abysses de la nuit. La 38e Olympiade de l'ère moderne a été célébrée en août 2004 à Athènes, en Grèce, pays berceau des Jeux olympiques. Le stade olympique y a été construit en 1982. Puis, il a été complètement rénové pour accueillir les Jeux olympiques d'été de 2004.
Dans les années 1990, d'autres installations sportives ont été construites à proximité. Le centre aquatique, le vélodrome et le centre sportif d'hiver. Aujourd'hui, ils forment le centre athlétique olympique, connu sous le nom de Spyros Louis, d'après Spyridon Louis. Spyros était le champion grec du premier marathon olympique moderne aux Jeux olympiques d'Athènes de 1896. L'accueil des Olympiades de 2004 est l'occasion pour la Grèce de rénover le quartier environnant, dans le cadre d'importants travaux d'urbanisation. Les grands événements sportifs, comme les Jeux olympiques ou les championnats du monde, ont souvent un impact important sur le pays hôte et créent beaucoup d'activités. Les pays ou les villes qui sont candidats à l'accueil de ces gros événements espèrent d'importantes retombées économiques, et la population aussi. L'architecte et sculpteur espagnol Santiago Calatrava est choisi pour redessiner les lignes du nouveau centre sportif. Le stade ovale en béton est agrandi pour accueillir 70 000 places. L'architecte retire plusieurs poteaux électriques qui soutenaient les spots lumineux et qui masquaient la visibilité des spectateurs. La plus importante nouveauté apportée par Calatrava est le toit semblable à deux voiles couvrant les gradins, dont la forme est inspirée de l'arc du mythique Hercule. Originalement prévu en panneaux de verre, le toit est finalement conçu avec un matériau beaucoup plus léger, le polycarbonate. Un revêtement spécial conçu pour refléter 60% des rayons du soleil est apposé sur les panneaux. Ce qui n'est pas négligeable dans la chaleur grecque du mois d'août. Les arcs qui soutiennent les voiles sont des tubes en acier de 3,5 mètres de diamètre. Chaque pan pèse 8500 tonnes. D'une envergure de 304 mètres, la structure du toit repose sur seulement 4 piliers, là où les arcs se croisent. Et l'ensemble est indépendant du reste du stade. Pour le vélodrome, Calatrava a aussi tiré son inspiration des symboles de la mythologie. En l'occurrence, c'est à la lyre d'Apollon que le toit du vélodrome doit ses lignes. Le projet prévoyait aussi la construction d'une tour de 110 mètres de haut, mais des problèmes de délai et de financement ont entraîné son abandon. Le stade est d'ailleurs fini in extremis, juste avant l'ouverture des Jeux. Ces nouvelles lignes élégantes allient magnifiquement innovation environnementale et mythologie grecque. Il offre un décor magnifique aux Olympiades, suivi cette année-là par près de 4 milliards de téléspectateurs à travers le monde. L'histoire, la grande histoire, laisse toutes sortes de traces. Et on peut tomber soudain sur un bâtiment avec une forme étrange sans y faire très attention. Mais quand on connaît son origine et le contexte historique, cela devient intéressant. Même s'ils sont récents, les bâtiments doivent avoir une histoire pour s'ancrer dans leur époque et trouver leur raison d'être. Ils ne viennent pas de nulle part. Ils ont une origine, une vraie identité, sinon ils seraient juste bizarres. Le stade de Wembley est un stade à part pour les amateurs de football. Il est reconnaissable aujourd'hui à son arche, qui porte un toit rétractable et se distingue dans l'horizon londonien. Le nouveau stade de Wembley est inauguré en 2007 au même endroit que l'ancien. En 1924, un grand bâtiment est construit dans le parc de Wembley, dans le nord-ouest de Londres, à l'occasion de l'exposition impériale. Ce bâtiment, situé là où de nombreux Londoniens viennent faire du sport, devait être éphémère. Mais son succès le sauve de la destruction initialement prévue à la fin des festivités. Reconnaissable à ses 2 tours jumelles, il est, avant sa rénovation, aménagé pour accueillir les Jeux olympiques de 1948. En 1953,
La Hongrie, alors considérée comme la meilleure équipe du monde, est la première sélection à venir y battre l'Angleterre 6-3. Cette rencontre est parfois qualifiée de match du siècle. Wembley accueille également la finale de la Coupe du Monde de 1966, remportée par l'Angleterre, ainsi que celle de la Coupe d'Europe de 1996. Mais il a été finalement décidé de raser l'ancien stade en 2003 pour laisser place au nouveau. Reconstruire ou restaurer un stade est un exercice très complexe. Vous pouvez reconstruire quelques parties, comme pour un pont, mais vous ne pouvez pas tout reconstruire, ni même remplacer tous les matériaux. L'ancien stade de Wembley, par exemple, était devenu obsolète à la fois dans ses matériaux, sa conception et son fonctionnement opérationnel. Construit entre 2004 et 2007, le nouveau stade de Wembley est le deuxième plus grand d'Europe, derrière le Camp Nou de Barcelone. Il peut contenir jusqu'à 90 000 spectateurs, soit 8 000 personnes de plus que la précédente arène. L'architecte britannique Norman Foster, à qui l'on doit notamment le gratte-ciel The Gherkin par exemple, s'est associé avec Populos, un groupe américain spécialisé dans le design d'infrastructures de sport, pour concevoir les lignes du nouveau stade de Wembley. Réinventer le mythique Wembley et son architecture caractéristique représentait un défi de taille. Les architectes ont réussi à donner une âme au nouveau stade, à lui trouver une nouvelle identité visuelle après les fameuses tours jumelles de l'ancien stade, grâce à l'arc d'acier de 315 mètres. Cette grande structure en une seule travée, la plus grande du monde dans sa catégorie, supporte les 2/3 du toit. Le dernier tiers est ainsi rétractable. La visibilité a aussi été un enjeu majeur pour Norman Foster, qui a évité que des piliers soient placés dans le champ de vision des spectateurs. La démesure est au rendez-vous, puisque le coût du stade s'élève à 1,2 milliard d'euros, soit 3 fois celui du Stade de France. Ce nouveau stade a joué un rôle capital dans l'obtention des Jeux Olympiques à Londres pour 2012. Le stade était déjà tellement ancré dans la ville, l'image de marque était tellement forte qu'il était impossible de le déplacer. Il a fallu le reconstruire et l'adapter au même endroit, car sa situation a une vraie importance au sein de la ville. L'accès au stade a lui aussi été adapté et la station de métro élargie. Le stade se prête aussi bien aux matchs de football qu'aux compétitions d'athlétisme ou même aux concerts de grande envergure. Il a été pensé pour pouvoir accueillir tout type de manifestation et peut adapter son apparence en fonction de l'événement. Il s'est ainsi habillé aux couleurs de la France après les attentats de novembre 2015, alors qu'il accueillait un match amical entre l'Angleterre et les Bleus. Avec son design innovant, il reste un repère dans le paysage londonien, et pas seulement pour les amateurs du ballon rond. Les stades sont le théâtre de records mondiaux, de rencontres aux dénouements les plus imprévisibles et aux moments de suspense les plus intenses. Ils sont, le temps d'une course ou d'un match, regardés par plusieurs milliards d'habitants de la planète. La course aux records sportifs passe aussi par l'innovation des constructions. Les pistes, les pelouses, les bassins doivent toujours être mieux adaptés à la performance sportive pour que les records continuent à être battus. Les encouragements, les hymnes et les larmes partagées par tous marquent définitivement les murs de ces chefs-d'œuvre d'architecture. Le Centre national de natation de Pékin, connu sous le nom de Cube aquatique, a été construit dans le cadre des Jeux olympiques de 2008. Ces 29e Jeux d'été sont attribués à Pékin 7 ans en amont pour faciliter la préparation et en particulier la construction des bâtiments. Pékin doit sa réussite entre autres à la promesse de terminer la construction du village olympique plusieurs mois avant le début des Jeux. Le pays s'engage aussi à améliorer la liberté de la presse d'ici la venue des journalistes sportifs en 2008.
Le projet architectural est confié à un consortium composé d'un groupe d'ingénierie britannique, d'architectes australiens et de 2 sociétés nationales chinoises pour le gros œuvre. Le cube mesure 177 mètres de côté et 30 mètres de haut et comprend 5 étages dont 2 souterrains. Le bâtiment accueillant la piscine olympique et ses gradins de 17 000 places est conçu comme un énorme bloc dont les façades sont faites de panneaux transparents en forme de bulle. La structure du centre aquatique à Pékin, que l'on appelle aussi le cube d'eau, se distingue notamment par son design. De l'extérieur, on dirait une coquille transparente qui brille de l'intérieur. Les architectes se sont inspirés de la géométrie des bulles de savon, comme pour le stade olympique de Munich. L'idée est d'utiliser le principe de la surface minimale, qui permet de couvrir un maximum de surface avec un minimum de matériaux. Le résultat est une structure en volume composée d'une combinaison de dodécaèdres et de tétradécaèdres, des formes à 12 et 14 faces. Elles ont pour avantage d'allier une excellente isolation grâce à l'air contenu dans les bulles et une luminosité maximale grâce à la transparence des panneaux. Ces qualités du bâtiment sont encore optimisées par le plastique ETFE, un matériau avec d'excellentes propriétés acoustiques et thermiques. Il permet de modifier la transparence des panneaux pour réguler l'effet de serre en journée et créer des jeux de lumière la nuit. La consommation d'énergie est réduite de 30% par rapport à celle de bâtiments similaires. Et le cube d'eau produit aussi une partie de son électricité. Un système d'aération pour réguler la température dans tout le bâtiment est installé sous les fauteuils des spectateurs. L'ensemble du bâtiment est pensé pour économiser les ressources et contient un système de recyclage des eaux de pluie. La structure du cube d'eau du centre aquatique se compose de 22 000 tubes en acier reliés par des milliers de joints qui répartissent uniformément la charge du bâtiment et assurent sa stabilité en cas de séisme. Les travaux sont entamés en décembre 2003. La promesse de Pékin de respecter le calendrier est tenue puisque la piscine olympique est terminée en janvier 2008. Le Centre national de natation de Pékin est le résultat d'une synthèse intelligente entre une conception sophistiquée et des techniques de construction respectueuses de l'environnement. Après les Jeux, sa capacité est réduite à 6 000 places et le cube ouvre ses portes aux habitants de Pékin en 2010. Le centre aquatique accueillera les épreuves sur glace aux Jeux olympiques d'hiver en 2022. À l'est du Centre national de natation sur le village olympique de Pékin, se trouve le stade olympique des Jeux de 2008. Souvent appelé le nid d'oiseaux, il pouvait accueillir jusqu'à 91 000 spectateurs pendant les Olympiades. Pour la 29e édition des Jeux olympiques d'été, la Chine a confié la construction de son nouveau stade au duo d'architectes suisses Jacques Herzog et Pierre Demeron. Les dimensions du stade sont gigantesques, 333 mètres de long, 294 de large et 69 de haut. Comme pour la piscine olympique, l'équipe de construction est composée d'ingénieurs britanniques et le gros œuvre est confié à 2 sociétés chinoises. L'artiste conceptuel Ai Weiwei est aussi invité à participer au design du futur stade. Le projet est pharaonique. Le résultat est un stade de 258 000 m², inspiré, comme la piscine olympique, de la nature elle-même. Pour la première fois dans l'histoire de la construction de stades, les architectes ont réussi à rendre la structure visible tout en donnant l'impression aux visiteurs que ce n'est que la façade. La structure extérieure est composée de 42 000 tonnes de poutres d'acier creuses d'1 mètre de côté.
Le terrain alentour est renforcé avant la construction par des injections de béton armé pour supporter le poids de l'édifice. Un acier d'une pureté sans égale a été développé pour ce projet. Les ouvriers du chantier ont reçu une formation spéciale pour en gérer la soudure. Les poutres d'acier sont soudées entre elles et rendent ainsi invisibles les 24 colonnes porteuses, malgré leur poids de 1000 tonnes. Cette structure donne à l'ensemble un aspect léger et ressemble à un nid d'oiseau. Ce sont les importantes contraintes sismiques en Chine qui ont imposé cette architecture. On peut vraiment faire le lien entre les bâtiments récemment construits à Pékin et ceux de la Cité interdite, tant par leur échelle que leurs ambitions. Cela tient aux formes plutôt arrondies qui donnent du mouvement, ainsi qu'aux prouesses techniques en jeu. Tout cela en fait une œuvre architecturale esthétique et éloquente. Mais c'est surtout la taille qui est impressionnante. Le nid d'oiseau est colossal. C'est une prouesse technique monumentale que de chercher constamment à construire des bâtiments toujours plus grands. Derrière l'ossature d'acier, les gradins prennent la forme d'un bol en béton armé. Le rouge rappelle la couleur du pays. En plus des sièges pour le public, 140 loges permettent de suivre les Jeux dans un cadre luxueux. Le stade, tout comme la piscine olympique, est un bâtiment à impact environnemental limité. La pelouse est irriguée par un système de récupération des eaux de pluie. L'ensemble devait être couvert par un toit rétractable abandonné pour des questions de sécurité et de poids. Il est finalement remplacé par une couverture plastique souple, transparente, déployable facilement et beaucoup moins chère que le projet d'origine. La construction atteint tout de même les 325 millions d'euros. À quelques kilomètres du stade et du centre aquatique, sont construits les courts de tennis et le vélodrome de Laoshan. Après les Jeux olympiques de 2008, 11 000 sièges temporaires du nid d'oiseau sont retirés. Le stade olympique devient un stade dédié au football et aux célébrations culturelles. Le nid d'oiseau est depuis 2008 devenu un symbole de la Chine. Il exprime à la fois sa culture et ses ambitions. À l'occasion de la Coupe du monde de football de 2010, l'Afrique du Sud installe la Cité du football, ou Soccer City, dans le quartier de Soweto, à Johannesburg. La construction se fait à l'emplacement de l'ancien stade de ce quartier pauvre de la capitale. Soccer City, en Afrique du Sud, à Johannesburg, suit la même tendance que de nombreux autres stades dans le monde, comme en Chine, par exemple, avec le nid d'oiseau. Il montre quelque chose de local, quelque chose d'africain. L'ancien stade de 80 000 places, construit en 1987, était hautement symbolique pour l'Afrique du Sud, puisque c'est là qu'a eu lieu le premier rassemblement pour célébrer la libération de Nelson Mandela après 27 ans d'incarcération. Le défi est d'adapter ce lieu de mémoire pour recevoir les matchs de la première Coupe du monde de football sur le continent africain.
L'objectif est de porter la capacité à 94 700 places, d'ajouter un toit partiel pour couvrir les gradins et de créer un stade qui incarne le football africain. Le projet de reconstruction est confié à la même agence d'architecture américaine qui s'était chargée de la reconstruction du stade de Wembley. Pendant les travaux entre 2007 et 2010, l'ancien stade est partiellement démoli et sa façade doit être totalement repensée. 120 poteaux inclinés sont posés autour des fondations pour soutenir la nouvelle structure. Le stade est doté d'une technologie de pointe pour la retransmission sonore et les gradins sont conçus pour qu'aucun spectateur ne soit à plus de 100 mètres des joueurs. Le stade possède tout le confort d'un stade moderne, notamment des loges à destination d'une clientèle d'entreprise. La façade est inspirée d'une calebasse décorée, symbole africain. Elle est composée d'une mosaïque de 40 000 dalles de béton armé, recouvertes de fibres de verre de nuances et de textures variables. Dix lignes sont laissées apparentes, à l'image des gravures d'une calebasse. 9 d'entre elles sont orientées vers les 9 autres stades sud-africains qui accueillent les matchs de la Coupe du Monde. La 10e est orientée vers Berlin, ville d'accueil de la précédente édition. La nuit tombée, les éclairages du stade sont pensés pour qu'ils ressemblent à un brasier. Les alentours du stade sont également transformés. De nouvelles connexions de transport, des routes et des centres commerciaux sont construits pour les visiteurs. Le bidonville de Soweto, qui accueille 1,5 million d'habitants, est modernisé. Trois ans après la Coupe du Monde, en décembre 2013, le stade de Johannesburg accueille la cérémonie d'hommage à Nelson Mandela et attire ainsi encore une fois tous les regards vers ce lieu symbolique. La Grande-Bretagne a une longue tradition d'accueil des Jeux olympiques. Les premiers se sont déroulés à Londres en 1908. Pour les Jeux olympiques d'été de 2012, la capitale a décidé de faire les choses en grand. L'objectif est de limiter les dépenses au maximum pour que l'organisation des Jeux olympiques ne soit pas, comme souvent, déficitaire pour le pays hôte. Lorsque Londres remporte l'offre olympique en 2005, elle saisit l'occasion pour dynamiser une zone délaissée de la ville à 13 km du centre. La parcelle choisie pour le village olympique est baptisée en l'honneur de la reine Élisabeth II, qui a fêté son jubilé la même année que les Jeux. Le terrain, d'une surface d'environ 2,5 km², est très pollué. Il faut commencer par le nettoyage d'environ 1,5 million de mètres cubes de sol contaminés avant d'entamer les travaux de construction qui ont lieu de 2008 à 2011. Le stade olympique est conçu lui aussi par les architectes de l'agence Populous. Ils travaillent avec la société de construction de Sir Robert McAlpine, la même entreprise qui avait construit le premier stade de Wembley 88 ans auparavant. Une gigantesque œuvre d'art, la tour Orbit, permet aux visiteurs d'embrasser tout le site olympique et l'horizon londonien. Le profil élégant du stade repose sur le jeu entre la ligne d'acier blanche qui supporte le toit à l'extérieur et la charpente en acier noir qui soutient les gradins à l'intérieur. La structure du toit est indépendante. Elle repose sur une ossature extérieure en acier portant un réseau de filins auquel est attaché le toit lui-même, constitué d'une toile en PVC. L'ensemble est d'une extraordinaire légèreté, puisqu'il n'a nécessité que 10 700 tonnes d'acier, soit le quart de l'acier nécessaire pour le nid d'oiseau de Pékin. Le projet a pour ambition d'avoir un impact environnemental le plus limité possible.
Ainsi, les excédents de matériaux ont été transportés par bateau plutôt que par camion pour être utilisés sur d'autres chantiers plutôt que détruits. En plus de cet objectif environnemental, la ville de Londres souhaite que le quartier et les infrastructures sportives soient utilisés de façon durable après les Jeux. Le stade est donc conçu de façon à pouvoir passer de 80 000 places à seulement 25 000 une fois les Olympiades terminées. Les architectes du Stade de Londres ont pensé très en amont comment réduire la taille du stade une fois les Jeux terminés. Ils ont aussi réfléchi à la façon d'intégrer tout le village olympique dans la vie quotidienne de la cité. Ce genre de projet fonctionne très bien dans des villes avec un fort développement. Dans les villes moins riches, le village olympique devient souvent un village fantôme pour très longtemps. Après les Olympiades, le toit est remplacé par une structure plus pérenne, transparente et 2 fois plus large que le précédent. Il devient le plus grand toit souple de ce genre dans le monde. Le stade est aussi pensé pour d'autres événements sportifs et culturels. Sa forme ovale lui permet d'accueillir des matchs de cricket et grâce à ses sièges rétractables, les concerts et spectacles peuvent accueillir jusqu'à 80 000 spectateurs. Les investissements qui s'élèvent à 14 milliards d'euros sont rapidement compensés. Le village olympique est transformé en zone résidentielle et les installations sportives sont réaménagées pour s'ouvrir aux Londoniens. Savoir réutiliser intelligemment les bâtiments est une des grandes leçons de l'architecture moderne. Il ne s'agit plus de détruire, il s'agit de réutiliser. Et les possibilités sont infinies. Si vous êtes créatif, vous pouvez tout réutiliser. Je pense donc que la transformation d'un stade est une belle mission. Les 22e Jeux olympiques d'hiver ont eu lieu en février 2014 à Sotchi, ville russe sur les côtes de la mer Noire, et dans la station de ski voisine, Krasnaya Poliana. Pour la construction du stade olympique, c'est encore une fois les architectes de l'agence Populous qui sont choisis. C'est à Adler, dans la banlieue de Sotchi, qu'il est construit. Sa silhouette ressemble à un sommet enneigé. Il est baptisé Stade Fichte, du nom du sommet des montagnes centrales du Caucase. Le terme signifie tête blanche dans la langue locale. Le design est inspiré du travail du joaillier Karl Peter Fabergé, qui avait créé une série 2 pour la famille impériale des Romanov entre 1885 et 1917. Le stade fonctionne comme un écrin lorsque le toit s'ouvre et laisse apparaître d'un côté les cimes enneigées du Caucase et de l'autre les rives paisibles de la mer Noire. Sotchi est une petite station balnéaire très prisée des vacanciers russes qui ne possédait aucune infrastructure nécessaire à l'accueil de Jeux. L'importance des travaux et la promesse de les réaliser dans un temps record font des Jeux de Sotchi les plus chers de l'histoire, avec un coût de 37 milliards d'euros. Soit 8 milliards d'euros de plus que les Jeux de Pékin et très loin des 14 milliards d'euros de Londres 2012. L'organisation de ces Jeux a notamment été entachée de scandales financiers. Comme le centre aquatique de Pékin, le stade est construit en ETFE, un plastique aux propriétés acoustiques et thermiques très performantes. Les 2 coques en polymère sont maintenues par un mécanisme en acier et béton armé qui permet d'ouvrir ou de fermer le toit, rendant ainsi le stade utilisable toute l'année. Les panneaux lumineux du stade sont alimentés à l'énergie solaire. Le site olympique affichait initialement une volonté de rester économe en énergie et respectueux de l'environnement. Mais certains travaux nécessaires à l'accueil de 100 000 visiteurs s'avèrent réalisés au détriment de l'environnement de la région. La différence entre des stades conçus pour les JO d'été ou d'hiver réside dans la température, qui doit pouvoir rester fraîche en été. Mais du point de vue de l'infrastructure, les enjeux sont les mêmes. Le stade ovale
permet d'accueillir plus de 40 000 spectateurs répartis sur 2 niveaux de tribunes entourant le terrain en période de compétition. Il peut être réduit à 25 000 places en capacité habituelle. Le stade Ficht a rouvert ses portes en 2017 et il a été réaménagé pour la Coupe du monde de football de 2018. Le stade est surtout devenu l'une des principales attractions touristiques de la station balnéaire, située sur les bords de la mer Noire. Les stades sont des points de repère dans une ville. Mais je ne pense pas qu'un des bâtiments dont nous venons de parler existera encore dans 2 ou 3 000 ans, à l'image du Colisée de Rome. Aucun d'entre eux n'a de matériaux à la résistance suffisante pour durer longtemps. C'est comme si on pouvait les démolir et les jeter. Ça ressemble à un jeu de construction dont on démonte des morceaux. Je ne trouve pas ça particulièrement excitant, mais bien évidemment, cela peut déboucher sur de belles opportunités. Depuis l'Antiquité, les arènes et les stades sont un théâtre où chaque communauté peut montrer la puissance de ses champions à ses voisins. La compétition canalise ainsi les rivalités et fédère chaque communauté derrière son athlète. Alors que nous vivons aujourd'hui dans une civilisation où les loisirs et les divertissements occupent une place chaque jour plus importante, le succès des grandes compétitions sportives repose sur des stades toujours plus confortables, plus sûrs et mieux adaptés à la compétition. Le XXe siècle a vu se multiplier les grands événements sportifs au retentissement planétaire. La construction des stades est en plein essor et les attentes imposent des investissements chaque fois plus importants. Les stades se révèlent alors comme de véritables ouvrages d'art. Ils deviennent des monuments à la gloire des plus grands exploits sportifs.